Et rebonjour à tous, j'espère que vous avez bien profité de cette petite pause. Pour poursuivre nos échanges, je vous propose d'accueillir nos 3 prochains intervenants. Marie-Noëlle Lienemann, ancienne ministre du Logement, présidente de la Fédération des COP HLM. Renaud Père, que nous avons déjà vu, vice-président de la métropole de Lyon et président de Foncier Solidaire France. Et Keti Skitishvili, directrice générale du réseau européen des Community Land Trusts. Là, c'est le moment où je suis très fière parce que j'ai réussi à dire son nom sans l'écorcher. Merci et bienvenue. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, malheureusement, la députée européenne Isabelle Le Callennec, qui devait être parmi nous aujourd'hui, est retenue à Bruxelles et nous ne pourrons donc pas bénéficier de son expérience. Car pour cette table ronde, nous changeons d'échelle pour évoquer la question du logement au niveau européen. Vous le savez, la France n'est pas seule à subir une crise durable dans ce domaine. D'ailleurs, Ursula von der Leyen s'est voulue volontariste sur le sujet dès sa réélection à la présidence de la Commission européenne, il y a presque exactement 1 an. Je vous propose de l'écouter. Honourable members, our quality of life and our very social fabric are unique. We made historic steps forward on our pillar of social rights, with minimum wages to the first ever child guarantee, just to name a few. During the pandemic, we saved 40 million jobs with SURE, and we can be very proud of it. But many new challenges have emerged, from the impact of AI to mental health at work and new drivers of poverty. So we need a new action plan for the implementation of the pillar. We must ensure fair transitions and good working conditions for workers and self-employed people. And crucial for that is social dialogue, the hallmark of our social market economy. We will therefore work to increase collective bargaining and strengthen the European dialogue, and we will address those issues that Europeans feel the most in their daily lives. Take housing. Europe faces a housing crisis, with people of all age and families of all size affected. Prices and rents are soaring. People are struggling to find affordable homes. This is why, for the first time, I will appoint a commissioner with a direct responsibility for the topic of housing. We will develop a European affordable housing plan to look at all the drivers of the crisis and to help unlock private and public investment needed. Typically, housing is not seen as a European issue. Some might say we should not get involved. But I want this Commission to support people where it matters most, and if it matters to Europeans, then it matters to Europe. La préoccupation exprimée par Ursula von der Leyen quant à l'accès au logement des citoyens européens s'est traduite concrètement par la nomination d'un commissaire chargé du sujet et la préparation d'un plan pour le logement abordable qui est encore en cours. Et les députés européens partagent cette préoccupation puisqu'ils ont créé eux-mêmes une commission spéciale consacrée à la crise du logement. Ces travaux, tant au niveau de l'exécutif que du Parlement européen, sont l'occasion pour les acteurs du secteur de tenter de peser sur les futures orientations, tout en sachant que la marge de manœuvre est quand même étroite, puisque le logement ne figure pas, et Ursula von der Leyen le dit, dans les compétences de niveau communautaire en tant que tel. Et je ne suis pas du tout sur la bonne page. Ces travaux que je viens d'évoquer, ils révèlent déjà une prise de conscience de la crise du logement à l'échelle du continent et de ses effets sur les citoyens. J'ai une question pour vous 3, en fait. Comment est-ce qu'il faut interpréter cette nouvelle donne ? Et j'aurais aimé, Keti Skitishvili, que vous commenciez, puisque vous avez l'habitude, via votre réseau, d'œuvrer au niveau européen et auprès des instances européennes.
marche sans rien faire. Sans rien, d'accord. Tout d'abord, bonjour tout le monde. Je dois juste faire une petite confession. Le français, c'est pas ma langue de Molière, c'est ça qu'on dit. Donc j'ai essayé vraiment de transmettre mes messages et mes sentiments par rapport à plusieurs questions posées le plus clairement possible. Mais voilà, je vous demande un petit peu de patience avec moi. Et donc là, c'est, je ne sais pas, centième fois que j'écoute Madame la Présidente qui dit que si logement c'est un problème pour les Européens, ça doit devenir aussi un plan de travail pour l'Europe. Donc il y avait plusieurs choses qui sont passées en Europe en 2024. Qui sont assez importants, donc notamment nomination de M. Dan Jorgensen, the Commissioner for Housing and Energy, la création de Housing Task Force dans la Commission européenne gérée par M. Matthew Baldwin, et notamment des House Committee dans le Parlement européen qui va préparer un plan pour la Commission pour mettre en place le travail pour la Commission pour vraiment affronter ces problèmes de crise de logement en Europe. Ce qu'on trouve un peu dommage dans cette disposition de la Commission et le Parlement, c'est la participation des acteurs civils très très limitée à ces moments. Et donc, voilà, c'est dommage que nous n'avons pas l'eurodéputé ici qui représente un groupe de parlement de EPP, qui a une position très très différente de Community Land Trust, et ce sera bien un peu débattre ces questions à l'accès de logement avec elle. Mais bon, il y a tout ce qu'il faut au niveau de structure, au niveau de personnes, au niveau de plan de travail en Europe, mais comment est-ce qu'ils vont faire ça? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont écouter l'organisation comme OFS, Community Land Trust, plusieurs associations de logements coopératifs? Ça, on ne sait pas, mais on travaille très très activement pour être sûr que nos positions sont bien écoutées et prises en charge par ces différentes structures. Donc, du point de vue du réseau européen de Community Land Trust, nous voyons le rôle de OFS ou CLT encore plus important parce que le discours qu'on entend très souvent, c'est le logement. Ce n'est pas la compétence housing, logement, ce n'est pas que la compétence européenne. Donc alors on s'arrête. Mais non, il y a énormément de choses au niveau de régularisation de marché, de financement spécifique à différentes possibilités de housing providers et plein d'autres choses qu'on peut mettre en place avec la Commission, avec le Parlement. Donc ces limitations de ce n'est pas le niveau européen, c'est le compétence nationale. Je pense qu'on doit commencer à de plus répéter, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Renaud Père, vous aussi, vous êtes familier des instances européennes, puisque Lyon fait partie de l'Alliance des maires pour le logement lancée en mai pour peser justement sur ce plan européen pour le logement abordable, et membre aussi du réseau Eurocities. Pour vous, qu'est-ce que révèle cet intérêt nouveau des pouvoirs publics européens pour le logement? Bon, d'abord, il n'est pas acquis. Hein, donc, nous avons besoin d'Europe, il n'y a aucun doute là-dessus, ne serait-ce que, même si on est dans une configuration plus propice en France, parce qu'il faut quand même rappeler le modèle français du logement social, qui fait énormément d'envieux et d'envieuses en Europe, mais compte tenu des politiques nationales, plus nous aurons d'éléments pour dire la crise du logement appelle à une régulation du marché, mieux ce sera. Donc le plaidoyer européen est aussi un plaidoyer domestique, si vous voulez. Enfin, donc il ne faut pas l'oublier. Donc c'est extrêmement important que nous agissions au niveau européen. Si je vous refais en quelques mots quand même ce qui s'est passé, parce que c'est quand même une victoire, ce commissaire européen au logement et à l'énergie, c'est un plaidoyer qui a été extrêmement important de certaines collectivités
il se trouve que la métropole de Lyon, mais bien d'autres, enfin d'autres, a joué un rôle dans la précédente commission, et notamment autour de la question du sans-abrisme. Le dialogue qui s'est noué avec le commissaire à l'époque, le commissaire Schmitt, ça a été autour notamment du sans-abrisme, du logement d'abord et de la question quand même de trouver une solution. Et quand il y a eu, sous l'autorité de l'ancien Premier ministre belge Yves Le Terme, la création d'une plateforme européenne de lutte contre le sans-abrisme, nous avons pris notre part avec des réseaux européens, Eurocities notamment, dans lequel nous sommes particulièrement présents, et également la FEANSA, qui est la Fédération européenne qui lutte contre le sans-abrisme. Donc c'est né de là. Bien sûr, je le dis, l'Union sociale de l'habitat fait un plaidoyer extrêmement fort. Et donc, par plusieurs canaux, nous avons fait monter la question du logement. Moi, je suis désolé, bien sûr que sur le papier, le logement n'est pas une compétence européenne. Mais enfin, l'histoire de l'Union européenne, l'histoire européenne, c'est la captation de compétences, et nous ne réussirons pas la question notamment de la réduction des risques, du droit au logement, enfin notamment de la santé de nos concitoyens, si on ne pose pas la question du logement en réponse à la question du sans-abrisme, mais aussi nous ne réussirons pas une compétence fondamentale de l'Union européenne qui est l'emploi, si on ne pose pas la question du logement. Et donc, on a avancé ainsi. Et il se trouve donc qu'il y a la commission von der Leyen 2, enfin la deuxième commission von der Leyen, qui précisément met le logement. Donc, depuis, ça s'est encore renforcé, le plaidoyer. Je dis juste ça pour vous dire, et puis après je vous dis à quel point le combat est encore largement à mener. Et quand nous sommes, donc avec la naissance de cette nouvelle commission et le commissaire Jorgensen, donc il y a effectivement le plan qu'annonce von der Leyen dans son discours, et il n'y a pas que Jorgensen. Il y a les deux vice-présidents de la Commission européenne qui jouent un rôle très important, la vice-présidente Ribera et le vice-président Fito. Donc nous les avons rencontrés parce que depuis, nous avons constitué ce qu'on appelle l'Alliance des maires, dans laquelle j'ai l'honneur de siéger, qui est une union des villes un peu ad hoc, ce n'est pas un réseau constitué, et qui, depuis 8 mois, ne cesse de faire des rencontres à Bruxelles. Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les obstacles que nous avons quand même à franchir? D'abord, 27 systèmes. Et c'est peut-être là que la question, puisque c'est quand même la question de notre table ronde, est-ce que finalement notre modèle CLT, je vous regarde, OFS, est-ce que ça a un avenir? Oui, je le crois, parmi d'autres. Mais 27 systèmes. Et là, il faut qu'on soit très prudent. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on ait des grands principes, mais il faut quand même faire très attention. D'abord, nous n'arriverons pas, à harmoniser, et nous, Français, nous n'aurions pas intérêt à le faire. Il faut quand même le dire, il y a un moment, il faut quand même se dire au moins les choses pour quand même avoir un cap dans ce plaidoyer. Donc déjà, la diversité des systèmes. Deuxièmement, comment on va financer ça? Si on repasse par les financements classiques, et notamment le filtre par les États membres. Et aujourd'hui, vous pouvez être sûr que tous les États membres n'imaginent rien d'autre. Exactement. Eh bien, je ne suis pas sûr qu'on avancera beaucoup. Donc, le plaidoyer, c'est pour vous montrer toute la difficulté. Il doit à la fois être de dire, il nous faut une politique européenne du logement, consciente de la variété des systèmes, mais il faut des aides directes, soit aux bailleurs, soit aux collectivités, et ça, évidemment, nous n'avons pas encore dépassé ce stade-là. Donc, c'est une première difficulté. Le deuxième élément de financement, qui, lui, pourrait avancer plus vite, c'est des prêts longue durée, long terme, des banques européennes. Et là-dessus, j'ai un peu plus d'espoir. Et donc, je pense qu'on pourra peut-être un peu plus avancer. Enfin, quand même, la question, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, d'abord, il y a quand même il faut quand même le rappeler, il y a un plaidoyer à 3 dimensions. La première dimension, moi je porte plutôt celle-ci, c'est aidez-nous à avoir un programme logement d'abord de niveau européen. Là-dessus, on pourra y arriver et surtout, essayons quand même de cibler. La deuxième dimension, c'est effectivement de l'arrimer à la question de l'emploi, et la troisième, c'est la question de la régulation des marchés. Il y a un thème qui marche un peu plus que les autres, si on se le dit, c'est les locations de courte durée. Voilà. Parce que ça parle, vous savez, et donc
on voit bien que c'est quand même ça qui pourrait faire bouger un peu les lignes. Mais, pour le dire très clairement, oui, je pense qu'on doit avancer. Et c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait dans le même modèle. On vient du community moi, je vais vous interrompre parce qu'on a encore d'autres questions et d'autres réponses. C'est peut-être parce que je suis à ma deuxième table ronde. Heureusement, je rassure tout le monde, c'est ma dernière, hein, parce que autrement, je vais encore parler plus vite et anticiper les questions. Oui, voilà, vous anticipez beaucoup trop. Après, moi, qu'est-ce que je fais? Je ne sers plus à rien si vous parlez comme ça. Marie-Noëlle Lienemann, du coup, c'est votre tour maintenant, enfin. Je suis aussi bavarde que Renaud. Oui, je sais qu'il va falloir que je vous interrompe aussi, mais surtout si on veut que Ketit Ketsishvili puisse parler un petit peu, parce qu'elle est beaucoup plus sobre que vous. Voilà. Mais en tout cas, déjà sur le diagnostic et sur le fait que la Commission et le Parlement européen se saisissent du sujet du logement, quelle est votre analyse à vous? Alors d'abord, je voudrais vous dire bonjour, bravo pour l'initiative, on est toujours heureux d'y participer, la Fédération des COP. Je voudrais vous dire que j'ai un passé européen, j'allais dire nourri. J'ai été vice-présidente du Parlement européen et j'ai été élue au Parlement européen en 1984 pour la première fois. Et je l'ai quitté en 2010, quelque chose comme ça, avec des interruptions ministérielles, députés, etc. Donc j'ai vu l'évolution et je dois vous dire, pas forcément toujours en bien. Alors moi, je vais un peu refroidir vos ardeurs sur l'intérêt de voir émerger au niveau européen, soi-disant, une politique européenne du logement et au moins un commissaire. Pourquoi? D'abord, je voudrais vous rappeler qu'au moment de... Ça fait longtemps qu'au Parlement européen, on avait fait des intergroupes pour le logement social, contre le sans-abrisme, mais plus largement pour le droit au logement. Quand il y a eu le débat sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union, qu'on nous vend comme étant le grand avancée sociale de l'Union, eh bien, nous n'avons pas pu obtenir l'inscription du droit au logement dedans. On a pu tout juste obtenir qu'il était que légitime que les États interviennent pour combattre le logement des plus démunis, très démunis, notamment le sans-abrisme. En faveur du logement des plus démunis, du coup. Oui, c'est ça, en faveur du logement des plus démunis. La réalité, c'est qu'ils ne voulaient pas que la question du droit au logement s'inscrivent comme étant un élément imposant la régulation du marché. Deuxièmement, parce qu'ils pensent globalement et toujours que le logement, c'est d'abord un marché, une logique de marché, qu'il faut faire des aides sociales pour les plus en difficulté, éventuellement ici des aides publiques pour construire. Le seul moment où ça a un peu changé, ça a été quand il y a eu la question environnementale. Ce qui a permis d'avoir des financements pour le logement social, ça a été le FEDER pour les travaux d'économie d'énergie. Mais cette affaire d'équilibre, de régulation, elle nous ramène à une question plus fondamentale, c'est-à-dire que le logement social n'est pas simplement pour les très démunis, pas une assistance de dernier recours face au marché, mais un des éléments qui garantit la mixité sociale, un des piliers qui garantit l'accès de tous et qui joue un rôle dans l'équilibre du marché. Donc ça, ils n'en veulent pas, et ils n'en voulaient pas, et ils ne continueront à pas en vouloir, parce que les traités, c'est ça. Si bien d'ailleurs qu'assez régulièrement, nous sommes, nous en France ou ailleurs, attaqués par les bailleurs privés, parce que nous obtenons des aides, ici ou là, réglementaires, machin ou autre, qui perturbent le marché. Bon. Et nos Néerlandais, toute une série des grosses coopératives qui avaient, je crois que c'est en Hollande, ont subi ce choc-là. Bon. Donc moi, je vais vous dire très franchement, je suis à fond pour l'Europe, mais là où elle est pertinente. Elle est pertinente quand il y a un marché unique, qu'il faut bien le réguler, éviter le dumping. Alors d'ailleurs, au passage, au même moment, on avait le débat sur les droits sociaux. Un SMIC européen, depuis qu'on a fait ces droits sociaux, l'écart de SMIC au sein de l'Union européenne n'a cessé de s'accroître. Donc bonjour les intentions. En tout cas, non mais je veux dire, au bout d'un moment, il ne faut pas prendre nos désirs pour des réalités. Il faut s'accrocher au réel. Donc, personnellement, je pense qu'il faut, moi j'allais vous dire, au moins, qui nous permettent de ne pas être empêchés
par la règle dite de concurrence. Parce que quand on va vouloir réguler les prix du foncier, parce qu'on ne peut pas isoler notre travail des OFS d'une logique plus générale qui se pose à la France. Comment réguler les prix du foncier pour arrêter ce décrochage gigantesque entre l'évolution des revenus, voire même la valorisation de la bourse, et l'évolution des prix du foncier. Et il n'y a pas un marché européen. Déjà, il y a du mal à avoir un marché français. Il est sûr que le marché dans la Creuse n'est pas tout à fait le même qu'à Lyon. Bon, même s'il y a eu partout un peu d'augmentation, etc. Donc les méthodes de régulation, elles ne peuvent pas être uniques. Mais il faut que le principe de la régulation soit permis et qu'on ne soit pas attaqué. Comment vous faites la libre, vous encadrez les prix, c'est contraire à la libre concurrence. Bon, donc premier volet. Deuxième volet, oui, le FEDER pour la question, le fonds, vous connaissez tous le FEDER, j'imagine, pour le financement de l'économie d'énergie et la rénovation, c'est un très bon outil qu'il aurait fallu développer. Le seul petit problème, c'est qu'en même temps qu'on discute de tout ça, il y a une grosse rediscussion sur comment on va redistribuer les fonds dits de cohésion de l'Union européenne, fonds social, fonds de développement régional. Et la tendance dominante, c'est de les regrouper et de les remettre aux États-nations. C'est-à-dire de perdre un arbitrage. Alors il y aura des grandes priorités, mais comme il y en aura toujours plein, tout le monde trouvera un moyen de dépenser l'argent pour les priorités qui l'arrangent. Et en plus, on arrive à une période politico-européenne assez particulière, avec la montée de nationalisme de l'extrême droite. Donc très franchement, croire qu'on va avoir des fonds européens en dotation, subvention pour le logement, moi je n'y crois absolument pas. Et je pense même que dans certains États membres, la renationalisation des crédits va réduire l'argent qu'on mettra pour la réhabilitation FEDER du logement social. Bon. Troisièmement, je vous laisse faire le troisièmement et après je vous coupe. Troisièmement, petit passage quand même. Chaque fois qu'on demande des subventions européennes, n'oubliez jamais que la France est contributeur net. Chaque fois qu'il y a un budget européen supplémentaire, la France en paye 30%. Je ne suis pas sûre que quand on regarde l'équilibre de ce que l'Europe a apporté à la France dans la période récente et ce que la France verse chaque fois qu'on augmente le budget, soit assez équilibré pour convaincre nos concitoyens de continuer à augmenter le truc. Quand on dit le FEDER, il y a déjà un tiers qui est payé par la France. Hein. Bon, les autres tiers sont payés par l'Allemagne, par le truc, et évidemment pas par les pays pauvres, ce qui n'était pas illégitime. Hein. Mais quand même, ayons ça en tête. Je vais intervenir sur les prêts. On avait dit qu'on s'arrêtait après le troisième, non ? Bon, vous me poserez des questions sur les prêts. Je vous poserai des questions sur les prêts, c'est promis. Parce que toi, tu es très preneur de prêts. Je dis oui, à condition que... Non, mais maintenant que vous avez bien douché notre enthousiasme, donc l'Europe, on en veut, on veut pas qu'elle intervienne sur le logement. Néanmoins, comme l'Union européenne, voilà, alors donc l'Union européenne, moins elle en fait sur le logement, mieux on se porte, pour résumer. Néanmoins, comme la Commission et le Parlement ont décidé de se saisir du sujet, elle vient de me le dire à l'oreille. Je sais, c'est vrai. Parce qu'il y a Emmanuel Cos qui me dit c'est pas ça qu'elle a dit. Et je suis d'accord, ce n'est pas. J'ai beaucoup résumé, mais c'est parce que Marie-Noëlle Lienemann me l'a dit à l'oreille. En tout cas, c'est vrai que vous avez bien fait retomber l'enthousiasme sur ce qu'on peut espérer de l'Union européenne en matière de logement. Il n'empêche que et la Commission et le Parlement se sont saisis du sujet. Donc c'est quand même une fenêtre d'opportunité pour les acteurs du secteur pour essayer de peser sur les décisions qui seront prises. Katie, je vais renoncer à dire votre nom de famille. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes directrice générale du réseau européen des Community Land Trusts. J'aimerais déjà que vous nous expliquiez un petit peu la différence entre les CLT et les OFS, et puis ce que fait le réseau, la manière dont vous agissez au plan européen. Je préparais de petites notes pour faire mon discours un peu plus clair. Alors peut-être je vais commencer par, dire que je suis tout à fait d'accord avec Madame Lienemann au niveau de critique vers l'Europe.
parce qu'en fait, on ne peut pas continuer comme ça. On voudra l'Europe sociale. On n'a pas d'Europe sociale actuellement. Et donc, voilà, on est dans cette situation où nos voix d'organisations comme CLT sont tellement minuscules qu'on doit faire 1000 fois, 2000 fois plus de travail que les organisations un peu plus présentes comme Real Estate Developers, Industry Partners. Les promoteurs. Voilà, les promoteurs. Donc là, c'est la lutte constante. Et deuxième chose que je voudrais vous dire, on a très régulièrement les réunions avec plusieurs eurodéputés, le groupe des Left, des Social Democrats, des EPP, et tout le monde dit une chose. Tout le monde, il n'y a pas grand-chose que ces trois groupes sont d'accord, mais il y a une chose qu'ils disent. Ce comité de House, c'est je vais dire en anglais, peut-être vous pouvez traduire, it's a political battleground. Donc c'est une lutte politique. On n'arrive pas à se mettre d'accord pour rien. On lutte politiquement de gauche à droite, etc., etc. Et nous, on est coincés dedans et on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut attendre dans ce plan fameux du Parlement européen. Je reviens à notre réseau qui a été créé en 2023. On est basé à Bruxelles. Nous avons 15 membres fondateurs. Je suis très contente de voir Jean-Baptiste quelque part qui représente l'île Métropole, donc organisme foncier solidaire de l'île Métropole, qui est un des membres fondateurs de notre réseau. Nous avons nos membres en Allemagne, en Espagne, en Irlande, Écosse, Angleterre, Pays de Galles. J'ai oublié encore voilà, France et plusieurs autres, Pays-Bas aussi. Et donc, vraiment, notre objectif, c'est faire ce lien entre plusieurs acteurs de CLT dans le monde, en Europe, et vraiment faire ce travail, cette lutte face à la Commission et le Parlement européen pour avoir cette reconnaissance de Community Land Trust comme une des solutions de crise de logement en Europe. On ne dit pas, comme une des personnes a mentionné avant, on ne dit pas que c'est la solution, on dit que ça peut être une grande solution pour la crise de logement. Donc, pour faire une petite définition de Community Land Trust, c'est une organisation dans l'Europe, au monde, aux États-Unis, en Angleterre, partout, Global Sud aussi, sans but lucratif, qui a pour mission d'acquérir et gérer des terrains en vue d'y créer des logements accessibles pour des ménages ayant des difficultés d'accès à un logement. Et alors, le plus important ici, c'est vraiment la gestion de ce foncier, on dit land foncier de tripartite. Et qu'est-ce que ça veut dire tripartite? C'est dans la gouvernance des CLT, c'est les résidents, c'est le ASBL, donc l'organisation qui gère ces développements, et le pouvoir public. Par exemple, dans l'exemple de Région Bruxelles, dans le conseil d'administration de CLT Bruxelles, vous allez voir le représentant de la région Bruxelles, les résidents et les personnes qui travaillent pour le ASBL. Donc, dans la philosophie de CLT, le terrain n'a pas de valeur marchande. Il doit être systématiquement retiré de marché commercial. Bon, c'est un but un peu pas très réaliste, mais on arrive même, voilà, je retourne vers Bruxelles, d'avoir énormément de terrain qui est soit subsidié par la région, soit acquis dans le quartier, dans la région de la capitale, où vraiment il y a énormément de populations défavorisées. Donc ce partenariat avec le gouvernement de la région Bruxelles nous permet de
de créer logements pour les personnes, pour les ménages qui ont absolument zéro moyen d'avoir un appartement à louer ou un appartement à acheter. Donc c'est où on essaie d'intervenir. Et donc c'est aussi l'objectif d'habiter sur un terrain commun qui offre de nouvelles perspectives et réseaux renforçant les ménages tout en contribuant à la construction de quartiers résilients. Donc on construit les quartiers, on ne construit pas juste les appartements, juste les maisons, mais on essaye de travailler avec les résidents, les communautés et construire le quartier résilient. Le modèle CLT peut répondre aux besoins en matière de logements abordables ainsi qu'enjeux sociétaux tels que le vieillissement de la population, la gentrification et les besoins en matière de soins informels ou la situation précaire de certains groupes. Il y a aussi un énorme travail qui est fait, encore une fois, en partenariat avec OFS de Lille Métropole sur rénovation. C'est un projet financé par Interreg Europe qui s'appelle Upcycling Trust. Et là, vous savez qu'on lutte contre ce concept de renoviction, donc éviction de résidents comme issu d'une rénovation. Exactement. Donc, il y a des standards imposés par la région de Bruxelles. Encore une fois, j'habite à Bruxelles, donc je sais un peu plus la situation à Bruxelles. Imposés par la région pour améliorer le score de POB, l'energy efficiency, etc., qui est très, très bien. Et ça donne énormément de savings, économies en avenir. Mais qu'est-ce qu'ils font les résidents maintenant? On fait la rénovation. On augmente les loyers, on ne peut plus habiter là, et il y a de exodus général des personnes de ce type de logement. Et donc, avec OFS Lille, avec nos partenaires à Cork, in Ireland, aux Pays-Bas, etc., on travaille pour vraiment mettre fin, ou commencer à mettre fin à ce concept de renoviction. Voilà, je suis partie un petit peu par ici, par là, mais je voulais vous montrer que CLT, ce n'est pas juste construction de logement. La ville où on voudrait habiter, c'est plus qu'un logement. C'est un quartier, c'est cohabitation, c'est un intérêt général de développer nos villes dans la manière plus durable. Voilà. Merci. Et gardez le micro parce que comme vous êtes à la tête d'un réseau européen, une des questions que j'avais, c'était si vous avez des données, des éléments sur le nombre de pays où existe ce type de modèle, sur un petit peu le nombre de logements peut-être qui peuvent exister sous forme de CLT. Ce qu'il faut. Parce qu'on l'a dit plusieurs fois, le modèle OFS ou CLT, c'est une partie de la solution à la crise du logement et ça reste un modèle minoritaire. Donc c'est intéressant d'avoir une petite idée quand même du volume que ça représente. Il y a énormément de recherches. C'est bizarre à dire ça parce que c'est un mouvement par rapport à l'échelle européenne ou du monde, c'est un mouvement tout petit, mais il y a énormément de recherches qui démontrent, par exemple, une recherche récente en Angleterre, c'était en Angleterre, qui démontre que les modèles CLT peuvent trouver la solution, peuvent occuper 5% de marché public de provision de logements abordables dans le pays, Angleterre et Pays-Bas. En général, en Europe, comme le CLT, comme le projet individuel, il y a plus que 600 qui donnent des milliards d'unités. Ça, je ne sais pas exactement combien, mais je peux regarder. Et donc, la plupart de ces 600 CLT se trouvent en Angleterre, Pays-Bas, Pays de Galles, Écosse, en Espagne, Irlande, à Bruxelles. Il y a énormément de projets que nos partenaires CLTB sont en train de développer. Et donc, je vous invite vraiment de regarder notre site web qui a beaucoup de ressources
pour vous aider de comprendre ces modèles au niveau européen. Et aussi, comme CLTB, c'est un des premières CLT en Europe continentale, il y a énormément de recherches faites par cette organisation aussi qui vous donne une idée de le potentiel de CLT, mais qu'est-ce qu'on a actuellement dans nos pays où les CLT sont actifs. Donc si j'ai bien compris, environ 600 CLT à l'échelle de l'Union européenne, ou du continent, plus la Grande-Bretagne. Grande-Bretagne. Effectivement, on ne parle pas maintenant de pays hors d'Europe, mais ces mouvements de CLT, je dois ajouter, ça vient des États-Unis. Ça a commencé avec Civil Rights Movements de Dr. Martin Luther King, qui a commencé à dire que nos terrains, c'est des histoires. Et c'est des histoires très souvent liées à exploitation, esclavage, de limites d'accès, de ressources, etc. Et avec le CLT, je répète ces mots un petit peu, mais avec le CLT, Community Land Trust Model, on a la possibilité de réécrire les histoires et donner les terrains au peuple et pas au marché commercial. Merci beaucoup, et c'est intéressant effectivement de remettre dans cette perspective historique aussi et ce futur désirable. Et puis 5% des logements, c'est pas négligeable non plus. Du coup, Renaud Père, je vous passe la parole. C'est le moment de porter des messages et d'essayer de soutenir ce modèle CLT-OFS auprès des autorités européennes. Vous avez commencé à évoquer tout à l'heure les éléments de plaidoyer. Concrètement, comment vous faites et quels sont les messages les principaux que vous essayez de porter? Alors, pour vous répondre et à la fois répondre, participer évidemment au débat, bon, d'abord, nous avons une origine commune avec les CLT, mais en même temps un chemin bien différent, il faut quand même le dire. Et on le fait quasiment, je crois, en tout cas régulièrement dans nos rencontres, on évoque cela. Et donc on a eu notamment des moments, je crois que c'était lors de nos rencontres à Paris, qu'on avait pris le temps véritablement de revenir sur ça. Mais il y a plusieurs différences, et donc c'est là où c'est toujours compliqué d'avoir un plaidoyer commun, si ce n'est le rapport au foncier, on est tout à fait d'accord. Mais il y a à la fois, même si Emmanuel Cos tout à l'heure le nuançait compte tenu des chiffres actuels, mais il y a un objectif quand même de massification du côté du BRS qu'on ne peut pas nier. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on n'est pas, et qu'on ne trouve pas dans le CLT, et il y a une participation, une présence des habitants que nous n'avons pas encore, alors je vais le dire de manière très très prudente, que nous n'avons pas encore complètement accompli, voire que nous n'avons pas accompli du tout. Et ça, on sait que c'est un de nos défis, mais que de tenir les deux, c'est compliqué. Et qu'on a plutôt avancé sur la massification, en tout cas sur le chiffre, et puisque un de mes premiers propos dans la dernière table ronde, ça a été de dire les 24 000 engagés. Donc on voit bien qu'on n'est pas à la même échelle. Donc c'est là-dessus que le plaidoyer est différent. Mais j'y reviens dans quelques instants. Je voudrais à la fois aller dans le sens de Marie-Noëlle et m'en distinguer. C'est-à-dire que oui, il faut faire très attention dans un plaidoyer européen de ne pas tirer contre son propre camp. Si je le résumerai comme ça. Et en même temps, on n'a jamais autant parlé de logement au niveau européen que depuis la nouvelle commission, ou en tout cas, bon. Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir quand même? Alors, on ne cherche pas tous à obtenir la même chose, mais moi je rappelle quand même que notre engagement côté Lyon, là, je suis désolé, je reviens je reprends la casquette vice-président de la métropole de Lyon, c'est d'abord un échange avec le commissaire Schmitt en disant comment on trouve une solution pour le sans-abrisme, et comment on arrive à financer du logement d'abord dans le parc privé. Si on oublie ça, qui est la question d'embarquer le parc privé, qui est la question de se dire comment en fait on fait pour financer, et du coup, ça rejoint entre autres, pas que, la question de la lutte contre la vacance, la question de la rénovation, on va en parler, on va avoir des tables rondes sur ce sujet-là, et qu'à ce moment-là, on a des questions de financement qui sont majeures et qui sont manquantes, et que ce point-là est quand même majeur, eh bien je crois qu'on passe à côté d'une partie de l'histoire de ce plaidoyer. Je ne dis pas que ça va être facile, tout ce qu'a dit Marie-Noëlle, je le reconnais, et je sais qu'on a plutôt des obstacles. Bon, au passage d'ailleurs, si on le dit très clairement, aujourd'hui,
le groupe au sein du Parlement européen sait très bien que c'est pas là que ça va se passer. Si j'essaye de le dire, bon. Donc le seul espoir, c'est de se dire comment on arrive encore à peser sur le plan de la Commission européenne. C'est pour ça, et du Conseil évidemment, mais c'est pour ça que je vous dis que les interlocuteurs, c'est à la fois le commissaire Jorgensen, mais les 2 vice-présidents de la Commission européenne. Mais il ne faut pas oublier cela, parce qu'aujourd'hui, notre plan, nos 2 plans Logement d'abord, nos 2 programmes nationaux successifs Logement d'abord, reposent beaucoup trop sur les bailleurs sociaux, dans le sens où c'est eux qui sont à contribution, et on a encore un énorme défi sur la mobilisation du parc privé, mais c'est de la même manière, et c'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement intéressant, et du coup ça fait le pont avec les tables rondes que nous aurons sur la question du parc existant, c'est comment par exemple sortir d'une copropriété dégradée, comment on apporte une solution à des propriétaires pour faire face à leurs travaux, pour faire face à leurs charges, pour les laisser en... C'est exactement l'idée que le renouvellement ne doit pas être l'exclusion. Et donc, comment on arrive enfin à traiter les questions des copros dégradés et en quoi un outil, le CLT par exemple, ou en tout cas un outil sur le fond, la dissociation, on va le dire comme ça au moins, la dissociation est un élément intéressant. Mais pour le moment, c'est même pas une ligne dans notre plaidoyer européen, il faut quand même le dire aussi très clairement. C'est plutôt une manière pour moi de répondre, je ne sais pas si c'est clair, mais de répondre à Marie-Noël en disant que ça vient de là aussi et qu'il ne faudrait quand même pas oublier que l'élément qui peut être intéressant, c'est une double accroche. C'est évidemment la présence, la question du sans-abrisme dans les marchés, les grandes villes tendues, voilà, et la question pour la première fois quand même d'un lien avec l'emploi, parce que cette question finalement d'une entrave à l'employabilité liée au coût du logement. Et donc là, on a un élément, une fois qu'on a dit ça, effectivement, on n'a pas dit grand-chose, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça va se transformer, mais c'est aussi quand même pour ça qu'il faut essayer de peser avec tous les réseaux existants à Bruxelles. Vous vouliez réagir? Allez-y, je le sens. D'abord dire que je ne suis pas hostile du tout ni à la construction européenne, mais fondamentalement à sa réorientation, ni à l'intérêt d'échanges sur ces sujets au niveau européen. C'est pas ce que j'ai voulu vous faire dire tout à l'heure. Non, mais c'est pas vous, mais moi-même, des fois, je suis un peu provoque. Donc, quand je dis on n'attend rien d'eux, bon, c'est des fois, je dis ce qu'ils font est parfois pire que ce qu'il y avait avant. Donc, c'est ça un peu mon inquiétude. Donc, là, je voudrais dire que les communautés Land Trust ont été l'élément qui nous a servi de point d'appui quand on a commencé à faire tous les groupes de travail sur les BRS. Ça a été... et comme en plus, vous connaissez comment on est en France, on pense toujours que rien ne va marcher. Quand on commençait à dire on va dissocier le foncier et que ça peut marcher, ouais, le fait qu'à l'étranger, même si c'était pas... Nous, on a été beaucoup liés avec les Bruxellois et un peu avec les Anglais à l'origine. Et ça a été un élément très important pour le déclenchement et l'aboutissement du modèle français des OFS. Donc, il faut continuer, parce qu'on voit bien que derrière ce que vous dites, il n'y a pas que le logement, il y a tout l'aménagement autour, et on voit bien, alors ne serait-ce que pour prendre l'exemple du réchauffement et de l'effet des canicules d'été, se donner les moyens d'un aménagement au bord qui soit de qualité, eh ben, ça coûte aussi, parce qu'il y a du foncier pour les terrains, pour l'espace vert, pour les arbres, etc. Donc, pour dire qu'il faut continuer ce travail d'échange, de travail en commun, tout en reconnaissant la spécificité des uns et des autres. Tu parles du sans-abrisme, tu prends l'exemple en disant qu'il faut que le privé s'implique. Mais il y a des pays, comme l'Espagne, où il n'y a quasiment pas de parc public. Donc, il y a du parc privé. Donc, tu vois, la manière, nous, quand on va dire qu'il faut que le privé... Si on avait une idée, moi, si on me dit, voilà ce qu'il faudrait faire pour que le privé s'implique. Par exemple, un avantage fiscal de tel et tel truc. Déjà, je vais regarder si l'avantage fiscal n'est pas plus cher que quand on fait du logement social en France. Bon. Donc, moi, je suis tout à fait ouverte à ça. Simplement, faute de propositions concrètes, je vois ce qui va se profiler à l'horizon. Et aujourd'hui, même si à l'origine, ça a été combattre le sans-abrisme, aujourd'hui, tout ce que je vois sortir des textes européens,
c'est il faut aider l'investissement dans le logement abordable. Concept à géométrie variable. Tout le monde pense qu'il est abordable. Nous, les bailleurs sociaux et le BRS, on est abordable, mais il y a toute une série de promoteurs et autres qui vous disent que le logement intermédiaire, c'est le logement abordable. C'est-à-dire Brest, il n'y aurait plus que le logement très cher qui ne serait pas abordable. Donc le risque là, c'est au contraire qu'on bascule d'une vision trop restrictive qui ne voulait pas prendre en compte la mixité sociale et la dimension SIEG du logement social auquel il faut s'arc-bouter et il ne faut surtout pas qu'on remette en cause le champ et la nature du SIEG parce que ce serait à haut péril. Le risque qu'on a, c'est d'ouvrir des prêts de la même manière au logement social et à du logement plus cher, ne serait-ce qu'intermédiaire ou autre. Et donc, ce n'est pas que je suis contre qu'on aide globalement de la production de logements, c'est que si on met de l'argent, donc à mon avis, il faut exclure la subvention. Il n'y en aura pas. Enfin, alors là, je te fais mon pari, tu me payes une bouteille si vous arrivez à avoir une subvention, mais je crois qu'on n'en aura pas. En revanche, je parle au niveau européen, en France, il faut continuer à se battre. En revanche, ce qui est dans l'air, c'est d'avoir des prêts des prêts de longue durée de la BEI ou la BCE. De la BCE, enfin bon, ou de la Banque publique d'investissement européenne, etc. Sauf que ces prêts à longue durée, vous voyez bien que si tous les acteurs du logement abordable ont accès à ces prêts à longue durée dans les mêmes conditions, eh ben, ils vont pouvoir acheter des terrains avec ces prêts à longue durée à un niveau plus élevé que le prix du terrain qu'on achète dans la contrainte que nous avons de n'avoir de l'aide que pour le cas du SIEG, que ce soit BRS ou autre. Donc ma crainte, c'est qu'au nom du fait qu'il faut largement produire du logement, il y a une distorsion de concurrence à l'envers, c'est-à-dire qu'on favorise, et que ça favorise la hausse du foncier. C'est déjà un des débats qu'on avait entre nous sur le BRS. Entre le dissocié et le BRS, il y a une différence. Le dissocié, c'est un montage financier. D'ailleurs, il a eu ses vertus. J'ai vu les copains de Chevet, comment ça s'appelait l'accession dissociée d'Action Logement là. Bon, bref, passe foncier, ça a eu sa vertu. Hein. C'est déjà mieux encadré que le logement intermédiaire et tout. Mais le dissocié, c'est pas comme le BRS. Donc, ma crainte, elle est plutôt là. D'abord, pas de subvention, on se réfugie en disant il n'y a qu'à donner des prêts. Et puis des prêts très larges à tout le monde, avec finalement un risque de rupture de concurrence. Alors, peut-être qu'on peut avoir une méthode qui vise à ce que les prêts soient, si je puis dire, anti-règles du marché, c'est-à-dire soient plus forts pour ceux qui ont plus de risques, entre guillemets, parce que franchement, le logement social français, c'est pas celui qui a le plus de risques, et des taux plus élevés quand il ne s'agit pas d'un logement. Sauf que qui va contrôler quoi? C'est incontrôlable. On n'arrive déjà pas alors, en France à contrôler les aides fiscales. Mais je vous souhaite bien du plaisir de mettre des modulations de la BPE ou de la BCE sur à qui les prêts, comment ils vont être donnés. Un banquier, ça prête en fonction du risque. Voilà. Donc, voilà. Donc, ma crainte est là. Néanmoins, je n'exclus pas ça. Je pense qu'il faut bien calibrer quel type de prêt on souhaite avoir. Et un message majeur, on se bat à l'Union européenne pour garder le cadre du SIEG actuel, qu'on ne va pas élargir ad vitam aeternam à plein d'autres produits sous prétexte qu'il y a aussi des besoins, parce que pour nous, Français, dernier point sur le carnet européen d'investissement. Vous avez vu le grand marché on appelle ça, c'est le grand marché de l'épargne. Ça s'appelle le grand marché, toi tu dois savoir, c'est un économiste, non? Le grand marché des capitaux, voilà, des capitaux, le marché des capitaux. Déjà, quand le terme commence à me faire frémir, mais indépendamment de ça, indépendamment de ça, c'est en fait un système européen d'épargne. L'idée, alors ça part surtout pour l'industrie d'abord, mais ça peut venir pour le logement. L'idée, c'est de dire, on va faire un carnet d'épargne, un cahier, enfin comme le livret A. Un livret d'épargne européen, donc super bien, qui va favoriser le placement dans la réindustrialisation de l'Europe.
Tout le monde se dit, très bonne idée. Le seul problème, c'est que réindustrialiser l'Europe, ce n'est pas forcément réindustrialiser la France. Parce que quand vous avez l'épargne, où est-ce que va l'épargne? Où elle est mieux rémunérée? Je veux dire, quand même rare que les gens soient... Oui, c'est toujours la question de la rentabilité. Et donc, il est probable qu'en l'état actuel du rapport industriel entre la France et l'Allemagne, par exemple, mais pas seulement, ce soit plus rentable de placer son fric dans une usine allemande qui se développe que dans une usine française qui se réindustrialise. Et à ce moment-là, l'épargne des Français va servir à réindustrialiser d'autres pays. D'ailleurs, c'est déjà le cas aujourd'hui avec le PEA. Vous n'avez pas le droit... C'est le moment où je dois prendre les ciseaux. Oui, mais attendez, on arrive au livret A. Le PEA, on n'a pas le droit de dire que l'épargne du PEA va principalement aux entreprises françaises. Elles vont sur toute l'Europe. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui partent hors d'Europe, au nom de la libre concurrence. Et les premiers cahiers d'épargne qui sont faits vont être à des taux très favorables, avec éventuellement des avantages fiscaux, avec le risque que petit à petit, ça concurrence le livret A. Et avec le risque qu'on crée d'autres emprunts, d'autres cahiers pour la bonne cause, la transition écologique, le machin, qui va vider le livret A. Or, pour nous, c'est le pilier de notre modèle. Donc, regardons avec une immense prudence tout ce qui va être fait de ce côté-là. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, mais il faut encadrer pour être sûr qu'en aucun cas, 1, ça assèche le livret A, 2, ça nous empêche de cibler le livret A sur le logement social en France en priorité. C'est très clair, merci beaucoup. Et ça montre encore une question de concurrence. On parlait de la concurrence entre OFS tout à l'heure, maintenant la concurrence entre bonnes causes, entre guillemets, ou entre pays de l'Union européenne. Mais peut-être, je voulais savoir, Renaud Père, si vous partagez les craintes de Marie-Noëlle Lienemann et surtout, comment éviter ces risques qu'elle évoque? Alors bien sûr que je les partage, et non pas pour ne pas payer une bouteille à Marie-Noëlle, puisque voilà. Non, mais on voit bien que vous ne voulez pas la lui payer. Que l'élément, c'est quand même... mais on le mesure. Bon, et ce que nous mesurons, mais forcément, on a le modèle du logement social qui est un modèle unique et qui est le plus avancé de loin. Donc voilà. Et qui a 120 ans d'existence. Donc il y a quand même un peu moins, en tout cas plus d'un siècle d'existence. Donc bien sûr qu'on est quand même... il faut être conscient de tout cela et en la matière, être très, très prudent. Là où je suis un peu plus, où j'ai un peu plus d'espoir, mais il ne faut pas que ce soit un espoir angélique. C'est ça qu'il faut retenir je crois, des propos de Marie-Noëlle, c'est-à-dire d'être extrêmement conscient que tous les dispositifs, que quand on va rentrer dans le concret, que plus on entre dans le concret, plus le diable se cache dans les détails, évidemment. Et si on fragilise, je le dis très clairement, un système qui fait des envieux. L'exemple emblématique, c'est effectivement les villes espagnoles, qui nous disent toutes, alors qu'elles sont très en avance sur le plaidoyer, elles sont très mobilisées. Barcelone est très mobilisée dans le plaidoyer. Mais c'est ce qu'on pourrait appeler le logement abordable. À Barcelone, c'est de l'ordre de 1%, me semble-t-il. C'est quasiment ça. Et ça ne correspond absolument pas. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre effectivement les alertes, qu'il y a la question d'abonder, et quand je dis d'abonder, je le dis très clairement, c'est comment nous arrivons à proposer à certains propriétaires privés, je suis plus dans le particulier en tant que tel, c'est pour ça qu'il faut juste qu'on n'est pas tout à fait dans le même registre, on va dire, mais là, nous, on est prêt à acquérir votre bien, par exemple, pour faire du logement d'abord. On est en train d'essayer de réfléchir à Lyon, la métropole de Lyon, je finis là-dessus pour que vous compreniez aussi pourquoi on y va, une foncière, qu'on appelle COP Logement d'abord, qui aura une vocation, qui a une vocation notamment d'aller acquérir, réhabiliter du parc privé pour faire une solution de type logement d'abord, pour qu'on ne repose pas toujours sur les mêmes acteurs qui ont beaucoup à faire par ailleurs en matière de rénovation de leur propre parc et de développement de leur propre parc, je pense aux bailleurs sociaux. C'est ça. Alors, si nous, on arrive avec des objectifs aussi ciblés que cela, je pense qu'on va y arriver. De toute façon, j'ai envie de dire, il n'y a pas la volonté d'harmoniser un système et certainement pas de généraliser le système, le système français. Donc, en l'occurrence, on peut être rassuré ou ne pas l'être.
à ce niveau-là. Mais il faut continuer, il faut essayer absolument d'abord d'appuyer aussi les associations qui sont à Bruxelles, qui se battent au quotidien. Je pense à la FEANSA dans sa lutte contre le sans-abrisme. Je pense aussi au tournant qu'a opéré Eurocities autour du logement. C'était pas gagné, c'était absolument pas un thème jusqu'alors, et pour plein de raisons. Et à ce niveau-là, nous faisons quand même progresser, comme le BRS, comme avant le BRS, le Community Land Trust fait progresser sur la notion de commun, et notamment de foncier comme un bien commun. Et bien, à ce niveau-là, il faut continuer. Oui, je suis assez conscient quand même que la montagne du plaidoyer peut accoucher d'une souris, et si elle nous permet quand même de progresser dans des aides, dans des appuis, pour faire progresser, par exemple, le logement d'abord, et notamment faire en sorte qu'il ne repose pas que sur les bailleurs sociaux, oui, c'est important, ce sera important, mais tout ce qu'a dit Marie-Noëlle, notamment sur le SIEG et sur bien d'autres aspects, doivent être les garde-fous de ce plaidoyer. Et avec les CLT, c'est aussi l'idée, enfin les OFS et les CLT, c'est aussi l'idée de faire progresser le principe d'un foncier anti-spéculatif. Sûr. Et la cause, du coup. Et ça, c'est quand même un combat politique et culturel, et donc il faut continuer. J'imagine que vous partagez ce point de vue, Katie. Oui, absolument, tout à fait. Combat politique, c'est ça que je voulais évoquer avec, juste avant. Combat politique, et parfois on se trouve complètement inutile ou sans pouvoir, etc. Mais dès que tu commences à parler de 10 associations de bâtis, le foncier, il y a très très souvent, il y a des blocs qui sont mis devant. Mais moi, je trouve que il y a des différences entre ce modèle de OFS et CLT, mais je pense qu'il y a énormément de potentiel de travailler ensemble au niveau européen. Et voilà, je vous propose de continuer ce dialogue et se mettre ensemble pour plusieurs choses. Voilà, je vous ai donné déjà un exemple d'organisme foncier solidaire de l'île Métropole qui travaille au niveau local. C'est le fonds européen, mais c'est le niveau local de rénovation de quartier Petit Maroc à Lille, avec l'intervention, avec participation de leurs résidents. C'est magnifique ce projet. La même chose à Bruxelles, dans le quartier défavorisé, à Molenbeek, etc., etc. Donc je vous invite vraiment de travailler ensemble. Dans notre bureau à Bruxelles, dans notre réseau, on est toujours disponible de vous écouter, vous accueillir, vous partager les idées et voilà, et accéder aux ces fonds parce que nous aussi on paye pour les fonds des Interreg, de Horizon, New European Bauhaus. On met énormément d'argent, comme Madame a dit, dans le budget des Européens. On a aussi des possibilités de bénéficier de cette aide. Voilà. Alors, Marie-Noëlle Lindemann veut dire un mot rapide, parce qu'après on va donner la parole à la salle pour poser des questions. Oui. Ah non, du coup vous renoncez ? Non. Attendez, regarde. Hop, parce que, voilà. Le mot que je voulais dire sur les prêts européens pour le logement qui pourraient être utiles, parce que là pour le coup on a du mal en France aussi, et ce serait légitime, c'est des prêts de longue durée pour des réserves foncières pour les collectivités locales. Parce que d'abord, on a perdu beaucoup de nos réserves foncières qui ont été vendues à l'encan, dans bien des cas, et qui fait qu'aujourd'hui, et avec Lausanne, on va être obligé d'avoir des stratégies, les collectivités. Alors, il y a les EPF qui en font déjà, mais la masse des besoins qu'il va y avoir, notamment pour reconfigurer des bouts de centre-bourg, des tas d'endroits ou des friches à moitié. On a besoin d'outils pour avoir des réserves foncières de longue durée avec des mesures antispéculatives de sortie. Parce que le risque, c'est que la collectivité thésaurise, puis à la fin, elle vende au prix du marché, etc. Mais ça, je pense que ça pourrait répondre à un besoin. Parce qu'en France, on a quand même une tradition du rôle de la puissance publique dans notamment le foncier. Historiquement, il y en avait beaucoup. Il y en a de moins en moins. Et je pense qu'on a besoin. Je veux quand même dire que la dissociation du foncier n'est pas automatiquement antispéculative. En Grande-Bretagne, ils ont dissocié le foncier. Allez voir la spéculation sur le reste. Donc, c'est le mécanisme central, c'est d'avoir du foncier
à caractère d'intérêt général qui soit susceptible de ne pas être spéculatif. Et ces fameuses réserves foncières, elles pourraient même faire, dans certains cas, des baux à, comment ça s'appelle, des baux à construction, enfin, amphithéotiques, qui font que le foncier lui-même ne rentre plus dans l'équilibre des opérations de manière déterminante. Donc voilà ma suggestion européenne pour le coup de la Banque centrale. Okay. Merci beaucoup. J'ai une petite question aux organisateurs. Il fait très chaud ici sur la scène. Je ne sais pas si c'est parce que la clim a été coupée ou si juste c'est nous qui, à force de parler, avons chaud. Mais voilà, si jamais on peut faire quelque chose, on sera content. Et maintenant, bien, la parole est à la salle si vous avez des questions pour nos intervenants. Je vois un bras se lever là-haut. On vous apporte un micro. Et si vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît. Oui, merci Arnaud Portier. Je ne vous avais pas reconnu dans le noir. Non, mais c'est pas grave. Non, mais je me permets de réagir tout de suite à ce que vient de dire Madame Marie-Noëlle Lienemann. Vous ne voulez pas vous représenter comme ministre du Logement, ça serait bien parce que sur ce que vous venez d'évoquer sur la question foncière, en fait, je crois vous mettez les pieds en plein dans le plat. Alors, effectivement, les EPF constituent des réserves foncières pour le compte des collectivités pour permettre ce genre de projet. Malgré tout ce qui est annoncé, malgré tout ce qui est dit, malgré tous les plans et programmes qui sont mis en œuvre dans lesquels les EPF, effectivement, sont ciblés comme des acteurs en appui à favoriser par les collectivités, nous n'avons pas accès, ou en tout cas nous avons accès de manière très compliquée au financement pour nous permettre de faire des stocks fonciers de long terme. Voilà. Et on nous demande de monter des dossiers, par exemple. Alors on a discuté pendant des années avec la Caisse des dépôts sur la question du prêt Gaïa. Et en fait, on nous demandait à nous, opérateurs fonciers, de présenter un programme alors qu'on faisait du stock foncier. Donc on était bien dans l'incapacité de déterminer quelle serait la nature du programme et combien de logements il y aurait dans ce programme pour pouvoir obtenir effectivement ce financement. Donc les choses avancent, mais elles avancent vraiment de façon relativement lente. Et je partage tout à fait votre point de vue sur le fait qu'il y a, de notre part en tout cas, aucune objection et aucune opposition à ce qu'il y ait des cahiers des charges ou des obligations qui soient données sur la nature des sorties et sur le plafonnement du prix des fonciers. Et on pourrait aussi ouvrir le débat, je pense, qui peut être intéressant sur la capacité, dans le cadre des pénalités SRU par exemple, et sur la déduction des pénalités SRU, où on voit aujourd'hui, dans ce que vous évoquez, sur la cession de fonciers publics, qui sont faits alors que les fonciers sont propriété des collectivités depuis de nombreuses années, où il y a effectivement des niveaux de décote qui sont réalisés et qui viennent en déduction des pénalités SRU qui ne sont pas toujours encadrées et toujours cohérentes. Et je pense qu'il y a tout un travail à faire sur ces sujets parce que effectivement, il faut qu'on fasse en sorte que les collectivités reviennent au centre du jeu en matière de la maîtrise foncière et puissent derrière effectivement apporter le foncier nécessaire aux opérations. Donc merci pour votre intervention. Merci Arnaud Portier. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions pour nos intervenants? Ne soyez pas timide. Ah non, hein, parce que j'ai coupé tout le monde pour pouvoir vous laisser le temps de parler. Si maintenant plus personne ne veut prendre la parole. Vous avez faim, c'est ça? Bon, est-ce que vous voulez réagir? Est-ce que vous avez un dernier... On a une question. Bonjour, Linel Zarago, je suis de l'OFS Atlantique Accession Solidaire à Nantes. J'aurais souhaité, si vous pouviez, que vous reveniez sur le sujet du SIEG, du service d'intérêt économique général. Je vois Nantes Métropole qui rigole à côté, parce que c'est un sujet sur lequel on est pas mal préoccupé, et notamment parce que aujourd'hui l'activité des OFS n'est pas reconnue officiellement dans le Code de la construction et de l'habitation comme un service d'intérêt économique général, ce qui pose quand même quelques difficultés pour les OFS pour pouvoir percevoir des aides des collectivités locales notamment, et puis éventuellement demain pouvoir avoir un régime fiscal de faveur. Donc voilà, je voulais savoir quelle était, quand vous évoquez le sujet du siècle, quelle est la position, et notamment la position du réseau Foncier Solidaire France sur cette question. Non, il n'y a rien. Ça fait partie, vous le savez, en tout cas, ça fait partie du plaidoyer, des demandes quand même du réseau, et notamment d'obtenir cela tout en ayant, ça renvoie aussi à la discussion de la première table ronde.
C'est-à-dire, et à condition qu'on soit vraiment dans une mission SIEG, c'est-à-dire notamment sur le plafonnement. Sur le plafond. On le rappelle, et ça c'est un des éléments en tout cas, qui est un des éléments importants dans lequel nous avions déjà porté, il y a quoi, ça fait combien d'années j'appelle un peu à l'aide côté réseau? Quasiment depuis le début en tout cas. Donc ça fait vraiment partie quand même ah bah, Christian qui veut prendre la parole, donc il va peut-être m'accompagner dans la réponse. La doctrine, c'est Christian. Là, tu es optimiste, hein, Renaud. Hein. On a toujours eu un débat sur le siècle parce que, effectivement, moi, je sais que personnellement, je n'y étais pas favorable, considérant que ça allait nous rajouter des contraintes qui, aujourd'hui, n'étaient pas nécessaires. Quand on vient du monde HLM et qu'on se retrouve à diriger un OFS, c'est... On m'a coupé, non. On a beaucoup moins de réglementation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pouvoir, et ça je sais que c'est un débat notamment... Ah, je crois qu'il y a un problème avec le micro quand même. Ça revient. C'est un débat qu'on a avec certaines métropoles qui aimeraient bien demain avoir la faculté d'agréer des opérations. Nous, on pense qu'il faut quand même une relative liberté telle que c'est exercé aujourd'hui. Il y a toujours un contrôle a posteriori de l'État. Je suis à côté de madame de ex-DHUP là, qui nous contrôle et qui récupère nos rapports, donc je ne dis pas n'importe quoi. Mais moi, je pense qu'il faut faire extrêmement attention au SIEG, sinon à nous enfermer dans un modèle un petit peu rigide. Alors après, notre modèle, il est quand même encadré, comme disait Emma ce matin. Nous, notre vocation, c'est de faire de l'accession sociale. C'est pas forcément de développer au-delà. Moi, j'étais déjà un peu contrarié par la hausse spectaculaire des plafonds, les derniers qu'on a eus. Et je pense qu'il faut qu'on reste vraiment dans ce qui est, je ne vais pas parler de fonds de commerce, mais ce qui est dans nos habitudes, loger des ménages plutôt modestes, quoi. Et donc SIEG, je comprends que ça peut favoriser un certain modèle, notamment porté par des collectivités territoriales, et que ça permet de subventionner des OFS beaucoup plus. On me coupe, mais je veux dire, nous, on est un OFS qui fonctionne quasiment sans subvention des collectivités territoriales, et en Ile-de-France, c'est ce qui démontre... Je crois qu'on essaie de vous empêcher de parler. Oui, je pense. Ce qui démontre que le système BRS, par la TVA à 5,5, qui est quand même un super avantage, Et du coup, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la position de Foncier Solidaire France sur le SIEG. Parce que pointe Christian, je me permets, c'est que du coup, on n'a pas forcément la même position. Non, mais juste pour compléter, parce que c'est vrai que c'est un petit peu ambigu, c'est compliqué pour moi de dire dans une réunion de Foncier Solidaire France que je suis contre le SIEG. Par nature, c'est à vocation sociale, je ne peux pas être contre le SIEG. Mais même si je pense qu'aujourd'hui, on pourrait s'en dispenser. Voilà. Alors, je me permets juste, mais après, ça c'est un débat... voilà. On ne peut pas à la fois vouloir quand même essayer de se dire, on régule, je rappelle ce qu'on s'est dit en première table ronde, ou en tout cas ce que certains d'entre nous ont dit à la première table ronde, et de se dire, il faut forcément qu'on garde un même esprit, et on a cet outil, ou en tout cas ce levier, qui peut permettre en tout cas de marquer une forme de régulation ou de barrière ou de ligne rouge. Mais comme on n'a pas tous effectivement les mêmes modes de financement, donc c'est là où il y a les cultures quand même des différents OFS, il faut le dire très clairement. Et donc effectivement, côté métropole, c'est pas comme côté d'une COP où on ne va pas avoir forcément le même regard. En tout cas, c'est un débat qui a nourri même des ateliers, il me semble, à certaines de nos journées. Et c'est un débat régulier dans notre plaidoyer, et notamment lorsque nous rencontrons les ministres, même s'il va falloir qu'on reprenne cette habitude, mais ça, ce sera un des éléments de la conclusion sur l'échange direct avec la ministre.
c'est effectivement un point sensible et qu'on avait quand même commencé à pousser. Je rappelle, en tout cas, la dernière fois que nous avions eu une rencontre, mais ça remonte à Olivier Klein. Voilà, c'est ça. Alors, moi, je voudrais dire très clairement, il faut distinguer deux choses. Le SIEG pour le BRS et est-ce qu'il faut que les OFS aient un statut rattaché au SIEG. Personnellement, si on me demande mon avis, je dis plutôt oui, mais je peux comprendre que le débat se pose. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut que le BRS reste dans le cadre du SIEG. Ça, c'est fondamental. Alors d'abord, pour comprendre qu'est-ce que c'est que le SIEG. Le SIEG, c'est la règle est partout la même, mais il y a des exceptions qui permettent, par exemple, d'avoir des exonérations de TVA à 5,5 ou d'avoir des avantages fiscaux ou des avantages réglementaires, parce que par rapport à la loi du marché, ça c'est les règles européennes, avant c'était le service, c'était l'État qui décidait, maintenant au niveau européen, il faut qu'on délimite les SIEG, c'est-à-dire ceux qui s'exonèrent en partie du marché. Et les aides publiques doivent être proportionnées à la mission du SIEG et conditionnées à celle-ci, ce qui est quand même une certaine chance. Le problème, c'est que, heureusement, le SIEG n'est pas défini au niveau européen. Ce qui, au niveau européen, est défini, c'est l'obligation que les aides soient proportionnées à la mission d'intérêt général. Chaque État membre délimite ce qui est le champ de son SIEG, avec une validation de la Commission européenne pour que, entre guillemets, il n'y ait pas d'abus. Bon, en réalité, parce que la Commission, trop limiter le marché, ça lui fait toujours très peur. Bon. Donc, globalement, c'est ça. Donc, en France, on a l'État français qui a délimité, quasiment grosso modo, tous les HLM sont en SIEG, sauf certaines de nos missions. Par exemple, nous, dans les COP, quand on vend un petit peu au-delà du plafond, on est hors SIEG, on doit payer l'IS, on doit payer toute une série d'impôts. Donc, mais la marge au-dessus du SIEG, elle est un peu codifiée par le SIEG lui-même, pour ne pas nous enfermer. Au démarrage, le SIEG était défini par la France comme étant automatique pour les HLM, parce que les opérations devaient être chacune équilibrées, donc il n'y avait pas surfinancement, et parce que le bail, les logements sociaux n'avaient pas vocation à être remis dans le marché à court terme ou à moyen terme. Donc, comme il y avait la contrainte, 1, du maintien à domicile ou du maintien dans le parc, 2, d'avoir un bien qui ne rentrait pas dans le marché et qui n'allait pas faire du profit sur les aides publiques, et 3, les plafonds de ressources, ça délimitait le SIEG. Du jour où on a accepté de commencer à vendre une part substantielle, encore qu'elle n'est pas si substantielle, du parc pour financer le logement, il y a eu une tentation de dire « Ah, mais on sort de la philosophie initiale du SIEG qui faisait qu'automatiquement, une opération HLM équilibrée était considérée comme ayant la juste compensation pour cette opération. » Et d'où le débat qu'on a avec l'Ancols, qui est de dire maintenant, l'Ancols, c'est comme vous faites tourner votre parc, eh bien, le SIEG doit plus être mesuré par opération, mais par l'équilibre global. C'est-à-dire, si vous faites trop de profit, entre guillemets, même si c'est pour le redistribuer après, ça veut dire qu'il y a eu trop d'aides d'État. Oui, je caricature un peu, mais c'est ça. Donc le SIEG, ça se joue dans la définition que l'État français donne aujourd'hui aussi. Sauf que, comme je l'ai dit, il y a l'avis de la Commission. Si maintenant la Commission considère que tout le logement abordable est d'intérêt général, eh ben, les promoteurs vont te dire le LLI, le LLI+, je ne sais pas quoi, va être dans le SIEG. Et pendant ce temps-là, comme l'argent n'est quand même pas en train de se multiplier telle la multiplication des pains, eh ben, l'argent ne va plus aller prioritairement vers ce qui est le plus social, ou en tout cas vers ce qui est aujourd'hui le logement HLM. Donc il faut défendre, à mon avis, le champ du SIEG et son principe. Maintenant, honnêtement, alors la contrepartie maintenant, c'est les CUS du SIEG. Bon.
Est-ce que pour autant, il faut rentrer dans l'idée que les OFS fassent des CUS? Ça me paraît quand même un peu dingo, parce que je ne vois pas comment on peut prévenir à l'avance que gna. Mais en tout cas, ça mérite quand même d'être regardé de près, parce qu'il ne vous a pas échappé que certains promoteurs commencent à faire leur OFS. Et si jamais vous élargissez, alors j'ai rien contre eux, mais chacun son boulot, quoi. Donc si vous élargissez trop le champ, je vois qu'est-ce qui va se passer. Voilà, bon. Donc moi, par précaution, par principe de précaution, je serais quand même assez pour que vous travailliez à l'idée d'avoir des OFS de SIG. Peut-être pas tous, mais au moins et qu'on voit qu'est-ce qu'on met dedans pour que ce ne soit pas de la contrainte administrative, des CUS OFS et des choses comme ça. Car rien n'oblige l'État français de définir le SIG OFS de manière particulière, bien équilibrée, quoi. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour vos témoignages et votre action. Alors, avant de vous ruer sur le déjeuner, quelques informations sur les visites de cet après-midi. Non, quelques informations sur l'après-midi en général et sur les visites en particulier. Donc je rappelle, de 14h à 15h en plénière, des témoignages de ménages qui ont acquis leur résidence en bail réel solidaire. De 15h15 à 16h45, des travaux en atelier autour de la place des ménages également. Et à partir de 17h, au choix, 3 visites d'opération en BRS à Strasbourg et dans ses environs. Encore un tout petit peu d'attention, s'il vous plaît. Pour ces 3 visites, en principe, vous êtes inscrits. Vous avez été très nombreuses et nombreux à manifester votre intérêt pour la visite du quartier Archipel qui est à 5 minutes d'ici. Peut-être parce qu'il est à 5 minutes d'ici. Compte tenu du grand nombre de participants, la visite se fera sous la forme d'un circuit organisé avec plusieurs étapes clés. À chacune d'entre elles, vous serez invité à répondre sur votre smartphone à quelques questions qui vous permettront d'en savoir plus sur l'histoire et le devenir de ce quartier en mutation. Un parcours qui vous mènera aussi sur le chantier de l'opération Définition, un immeuble en BRS qui sera prochainement livré aux acquéreurs et que vous pourrez visiter par petits groupes, en compagnie des représentants de l'opérateur, la société Opidia. Pour vous guider, il vous faudra donc votre smartphone. Donc pensez à garder un petit peu de batterie sur vos smartphones, n'envoyez pas trop de SMS pendant toute la journée. Pour les 2 autres visites, le départ se fait en bus devant le palais. Et dans tous les cas, pensez à garder de la batterie, je le répète, parce que pour les autres aussi, je crois qu'il y a des parcours avec smartphone. Merci à tous pour votre attention et bon appétit.